Donc, on va commencer par le cas de la petite Yasmine, âgée de 16 ans, qui présente depuis 4 mois des douleurs de tous membres inférieurs, saison au niveau des mollets et des tibias. Ces douleurs apparaissent en fin de journée, la réveillant des fois la nuit. Elles ne sont pas accompagnées de douleurs matinales, et ces douleurs surviennent 1 à 2 fois par mois et sont surtout rythmées par l'activité physique. Yasmine a été vue par son pédiatre qui, suite à un examen général et ostéo-articulaire sans anomalie, n'a pas jugé nécessaire de demander des examens complémentaires, concluant au diagnostic de douleur de croissance. La maman de Yasmine n'est pas convaincue par le diagnostic et vous consulte pour un deuxième avis. Que pensez-vous? Il s'agit vraiment de douleur de croissance ou vous pensez quand même qu'il faut faire des investigations ou vous n'avez pas d'idée? Que pensez-vous? C'est vrai? Quelles sont les douleurs de croissance? Les douleurs de croissance, cette entité a été décrite pour la première fois par le pédiatre français M. Dancy en 1820. Elle est connue aussi sous le nom de maladie de croissance, Elle fait partie des douleurs musculo-squelettiques chroniques non inflammatoires de l'enfant. C'est un motif fréquent de consultation pédiatrique, octo- et rhumatopédique. Plusieurs critères diagnostiques ont été proposés pour définir cette entité. Les plus utilisés, ce sont les critères de Michelson, qui datent de 1986 et qui définissent les douleurs de croissance comme des douleurs des 2 membres inférieurs, bilatérales, de siège extra-articulaire, touchant les mollets, les creux poplités, les cuisses, survenant chez un enfant âgé entre 4 et 12 ans, généralement de sexe féminin. Ces douleurs apparaissent en fin de journée, peuvent réveiller l'enfant la nuit et ont une fréquence entre 1 à 2 fois par semaine, par mois et même par an. Ces douleurs sont déclenchées généralement par une activité physique et sont rapidement soulagées par les massages, par les antalgiques. Et M. Peterson, ici, exige la présence d'un critère d'exclusion qui est la normalité d'un examen clinique. Politique de l'épidémiologie de ces douleurs de croissance. La prévalence des douleurs de croissance est variable selon les études. En effet, elle était de 4,5% chez les enfants âgés entre 4 et 15 ans dans une étude australienne et elle était de 24,5% dans une autre étude grecque. Cette variabilité peut être expliquée par la divergence des critères utilisés et en plus par la moyenne d'âge différente de ces populations étudiées. La maman de Yasmine veut comprendre quelle relation existe-t-il entre ces douleurs et la croissance. En effet, elle a tout à fait raison, puisque en revoyant les cours de croissance, on remarque que les épisodes de croissance surviennent entre 0 ans et à la puberté, ce qui ne correspond pas au moment de survenue chez ces deux. Encore perplexe, elle veut alors comprendre pourquoi mon enfant a-t-elle mal. Et pour lui répondre, je vais me baser sur cette revue systématique de la littérature, elle est publiée en 2019, elle a inclus en 2 études. Et à travers ces études, plusieurs hypothèses ont été avancées, mais le mécanisme physiopathologique reste malheureusement. Commençons par la première hypothèse qui suggère que ces enfants présentent un seuil de douleur abaissé. Pour cela, donc cette étude, portant sur 44 enfants souffrant de douleurs de croissance et 46 enfants contrôle, a étudié la sensibilité de ces enfants à des pressions d'intensité croissante exercées par un de leurs muscles. Ces pressions étaient appliquées sur différents points de l'organisme, notamment les 18 points de la poignesse, 3 points contrôle au niveau du front, des pouces et des bras, et au niveau des tibias. Ce qui ressort de cette étude, que ces enfants avaient vraiment une sensibilité abaissée et la douleur a été reproduite avec des pressions plus faibles que
donc à des pressions plus faibles que les sous-éléments. Et la deuxième constatation qui ressort de cette étude, c'est que cette sensibilité était généralisée, puisque elle était plus faible au niveau des tibias, au niveau des points de contrôle et au niveau des points de la communauté. La deuxième hypothèse avancée, c'est l'origine micro-circulatoire de l'eau. En effet, cette hypothèse était fondée essentiellement sur le fait que ces enfants avaient une prévalence élevée de migraine, ainsi que leurs parents. En plus, l'installation brutale de la crise douloureuse renforce l'hypothèse de spasme vasculaire. Mais, cependant, cette étude vient remettre en question cette hypothèse-là en montrant sur les données de scintigraphie que la perfusion des zones douloureuses chez ces enfants-là était similaire aux enfants témoins et que même chez les mêmes enfants qui présentent des douleurs de croissance, les zones douloureuses avaient la même perfusion que les zones non douloureuses. La troisième hypothèse était la baisse de la densité minérale osseuse et l'hypovitamineuse chez les enfants souffrant de douleurs. Une seule étude a été retrouvée dans la littérature qui a fait la mesure de la densité minérale osseuse par échographie quantitative chez 39 enfants présentant des douleurs de croissance. Elle a mesuré la densité osseuse au niveau du dossier, au niveau des tibias et des radius. Les résultats de cette étude, bien sûr, à prendre avec précaution, ont montré que, effectivement, les enfants présentant des douleurs de croissance avaient une densité minérale osseuse, ils sont présentés en pointillé ici, une densité minérale osseuse qui est plus faible que les courbes de référence. Et cela, c'était le même pour les garçons que les filles, et c'était plus remarquable au niveau du radius, du tibial. Qu'en est-il de la vitamine D? Donc, 6 études de la littérature ont fait le dosage 25 vitamine D chez ces enfants-là et ont montré qu'il y a une fréquence élevée d'insuffisance en vitamine D chez ces enfants. Et ce qui est intéressant de noter, que la production de cette hypovitaminosité a permis une diminution significative de l'évalueur chez ces enfants. En plus, il y a des auteurs qui ont rapporté la diminution de la fréquence des épisodes douloureux pendant les jours. Enfin, la quatrième hypothèse avancée était la prédisposition génétique. Et, en effet, au moins un parent de ces enfants-là avait présenté un épisode similaire au jeune âge. Et également, il a été rapporté une prévalence élevée de ces douleurs chez les jumeaux homozygotes et hétérozygotes. En plus de ces hypothèses citées dans cette revue, d'autres facteurs prédisposants ont été identifiés. En effet, une composante psychologique est souvent suggérée. Ces enfants sont généralement de mauvaise humeur, sont hyperactifs, agressifs et ont un caractère anxieux. Cette étude australienne vient démontrer cela. En effet, ces enfants présentaient plus de douleurs abdominales, et de douleurs abdominales que le sujet témoin. En plus, selon leurs parents, il avait plus de troubles à type d'anxiété, à type d'hyperactivité et d'agressivité que les sujets témoins, et plus de mauvaise humeur. Cela pourra expliquer la somatisation des douleurs chez ces enfants. Cependant, selon leur professeur, ces enfants étaient plus anxieux et plus craintifs par rapport à leurs camarades témoins. Association retrouvée dans la littérature, c'est la présence de troubles statistiques chez les enfants souffrant de douleurs de croissance. Et en effet, on a trouvé ils ont trouvé que plus que 75% de ces enfants-là avaient des pieds plats. Et ce qui est intéressant aussi à rapporter ici, c'est que dans cette étude, que la réduction de ces troubles statistiques a permis la diminution de la fréquence des crises douloureuses ainsi que l'évalueur de ce patient. Revenons
à la maman de Yasmine, espérant l'avoir convaincue, elle demande maintenant, est-ce qu'on doit compléter par des examens complémentaires? Et là, je vous donne l'honneur pour vous répondre. Est-ce que vous allez demander un bilan inflammatoire, un bilan immunologique, des radiographies scolaires, une IRM corps entier, ou vous jugez que aucun examen complémentaire n'est indiqué? Que pensez-vous? Aucun examen complémentaire n'est indiqué. Donc, vos réponses sont un peu mitigées et ça se rapproche un peu de ce questionnaire-là, qui est, on voit qu'il est un peu intéressant. Donc, ce questionnaire a été mené auprès de 27 spécialistes, des orthos et des pédiatres, 78 pédiatres et 76 médecins de famille. Ce qui ressort de ce questionnaire, que les médecins de famille étaient les plus prescripteurs d'examens complets. Ils demandaient en fait des bilans biologiques à type de NFS et SCP et des examens biologiques. Alors que les médecins spécialistes, tels que les orthos et les rhumatopédiatres, demandaient plus d'examens d'imagerie à type de radiographie standard et de scanner en deuxième ligne. Donc, un médecin a eu recours à l'IRM. Et un deuxième item de ce questionnaire portait sur les facteurs qui motivent cette prescription. Et la réponse était ici un peu surprenante, puisque c'était ni l'âge, ni le sexe des patients qui motivaient la prescription de ces examens, mais c'était plutôt la pression des parents et les consultations hyperactives. Revenons à Yasmine. Yasmine est âgée de 6 ans, qui consulte pour des douleurs des membres inférieurs, bilatérales, qui apparaissent en fin de journée et des fièvres. Donc, devant ce cas, l'interrogatoire doit s'acharner à chercher les signes orientés vers une pathologie complète, telle que la notion de fièvre, de perte de poids, de retentissement fonctionnel, de retentissement sur les côtes. Est-ce qu'elle présente des signes associés? L'examen clinique aussi doit s'acharner à chercher toute anomalie orientant vers une pathologie organique, telle qu'une boiterie, une atteinte articulaire, une arthrite, une anthésie, des signes cutanés, un déficit moteur. Et là, je vous invite à utiliser le PEGAS. C'est une fiche technique simplifiée qui permet d'évaluer l'examen osteo-articulaire de l'enfant. Au terme de cet examen clinique et de cet interrogatoire, soit on est devant un tableau typique, des douleurs de membre inférieur, bilatéral, des sièges non articulaires, qui apparaissent en fin de journée, peuvent le réveiller le patient la nuit, avec des épisodes d'accalmie où il n'y a pas de douleur, et l'examen physique ne trouve aucune anomalie. En ce moment-là, on a le droit de ne pas demander d'examen complémentaire et on est plus ou moins sûr que ce sont des douleurs de croissance. Donc, vous faites facilement les douleurs de croissance. Par contre, en cas d'atypie, si les douleurs siègent au niveau du rachis, s'ils ont un siège unilatéral, s'ils sont accompagnés d'une raideur nationale, ou si la douleur persiste dans le temps, ou s'aggrave dans le temps, si l'examen physique trouve une anomalie articulaire ou autre, en ce moment-là, on est obligé de demander les examens complémentaires et, en première intention, on peut faire un bilan inflammatoire et des radiographies. Et cela pour éliminer les diagnostics différentiels, notamment la liste. Donc, voici une liste qui est non exhaustive. Je vais m'attarder par contre un peu sur les douleurs musculo-squelettiques chroniques non inflammatoires. Cet ensemble regroupe les douleurs d'origine non inflammatoire qui sont l'enfant et évoluant de plus que 3 mois. Elle regroupe les douleurs associées au syndrome d'hypermobilité, les apophysoses appelées aussi les ostéochondroses, les rachis chroniques, le restless leg syndrome et le syndrome d'amplification de la douleur. Les douleurs de croissance posent surtout un diagnostic différentiel avec ces deux dernières entités et surtout avec le syndrome d'amplification de la douleur dans sa forme généralisée, appelée aussi fibromyalgie juvénile. En effet, cette fibromyalgie juvénile touche 2 à 6% des enfants scolarisés. Elle survient généralement chez la fille en âge pubertaire, bien que des douleurs osteo-articulaires occupent souvent le premier plan
au cours de la fibromyalgie juvénile et peuvent se voir même à une fréquence de 90%. Leur caractère généralisé et leur retentissement fonctionnel important permet de la discerner entre les deux. Et ainsi, donc, selon les critères de UNES-MASI pour la fibromyalgie juvénile et le critère de la CR2010, le diagnostic de fibromyalgie repose essentiellement sur la présence de douleurs musculo-squelettiques généralisées touchant au moins 3 sites, associées à la présence de points douloureux et d'autres signes associés. Donc, vous connaissez tous la panique, le trouble de sommeil, le céphalée, le syndrome du côlon irritable, etc. Le deuxième diagnostic différentiel qui se pose souvent devant les douleurs de croissance, c'est le syndrome de Restless-Legs syndrome ou le syndrome des jambes sans repos. C'est une entité neuromotrice, mais secondaire à une anomalie du trouble de l'hyperactivité. Donc, elle est vraiment une étape très fréquente, donc sa prévalence, elle est de 2 à 4% de la population pédiatrique, et souvent on trouve un terrain familial. Donc, comment elle se manifeste cliniquement? C'est un besoin, c'est une sensation d'inconfort au niveau des jambes qui survient au repos, à la position assise et même la nuit. Ce qui diffère, donc, ce syndrome de Restless-Legs syndrome de la croissance, que souvent, on trouve une composante neuropathique dans ce syndrome-là, et que dans cette pathologie-là, on a les mouvements qui vont généralement, qui soulagent la douleur. Le troisième diagnostic, il pose un diagnostic différentiel avec les douleurs de croissance, puisqu'il peut le mimer du point de vue siège et rythmicité, c'est les épiphysiologies. Et en particulier, je vais ici parler de la maladie de l'Osgood-Schlatter et de Saint-Jean-Glasson-Johansson. Ces anomalies d'ossification endochondrale des apophyses peuvent donner des douleurs bilatérales et donc antérieures qui siègent soit au niveau de la tuberosité tibiale antérieure pour la maladie de l'Osgood, soit au niveau de la pointe antérieure de la patella pour la Saint-Jean-Glasson-Johansson. Ces douleurs bilatérales apparaissent à l'activité physique, donc ils peuvent donner des douleurs de croissance. Par contre, à l'examen clinique, on trouve souvent une douleur et une tuméfaction localisée au niveau de ces apophyses. Et en cas de doute, on sera amené à faire des examens de l'âge. Revenons à Yasmine et à sa maman. Donc, elle demande maintenant comment va-t-on soulager les douleurs de l'os. Pour cela, donc, je peux prescrire à Yasmine un traitement symptomatique à base d'antalgie, palier 1, du paracétamol. On peut être amené des fois à prescrire des anti-inflammatoires, Paros ou à édition locale. Ces traitements peuvent être pris soit pendant la crise douloureuse, soit avant l'activité physique. Le deuxième volet de traitement, c'est surtout rassurer les parents. Et je vais insister sur cela. Puisque tout d'abord, c'est une entité qui va évoluer petit à petit par la diminution progressive de la fréquence des crises douloureuses. Et à l'adolescence, tout va rentrer dans l'ordre et l'enfant va devenir asymptomatique. Et pourquoi aussi rassurer les parents? Puisque je pense que vous l'avez bien constaté à travers cet exposé et à travers le cas de la maman de Yasmine, que ce sont des parents qui sont généralement anxieux. Et c'est l'exemple qui a prouvé en montrant à travers ce questionnaire mené sur la qualité de vie, de dépression et d'anxiété sur 37 parents d'enfants présentant des besoins de croissance et 39 parents des enfants de moi, que les mamans des patients présentant des besoins de croissance avaient plus de scores de dépression et d'anxiété que les papas et même que les sujets généraux. Je veux insister aussi auprès de Yasmine sur une alimentation saine, riche en oméga 3, sur une bonne qualité du sommeil, de durée suffisante, en évitant les écrans et les excitants avant de dormir. Donc, je vais aussi encourager Yasmine à pratiquer des exercices physiques tels que la natation, la marche et le stretching. Donc, une thérapie cognitivo-comportementale peut aussi aider ces enfants-là. Elle les aide à mieux gérer leur stress, à mieux
à diminuer le catastrophisme et gérer ces crises aussi. Enfin, une autre alternative peut être intéressante, telle que l'hypnose. En effet, les enfants sont plus sensibles que le sujet adulte à l'hypnose et peuvent même apprendre cette technique et pratiquer en hypnose. Et cette étude-là vient montrer donc, cette étude-là vient montrer l'intérêt de l'hypnose dans l'amélioration de qualité de vie chez les enfants souffrant de tout type de douleurs chroniques. Donc, en effet, elle a montré que l'auto-hypnose avait significativement diminué l'intensité de la douleur, avait amélioré la qualité du sommeil et avait aussi amélioré la qualité de vie de ces enfants. Donc, le produit, les douleurs de croissance sont et ne relèvent pas du mythe. C'est vrai, c'est une entité unique. Donc, on doit quand même s'acharner à chercher les autres étiologies qui peuvent être en cause de pathologie organique grave. La prise en charge thérapeutique repose essentiellement sur la dédramatisation de la douleur et sur la rassurance des femmes. Et le traitement médicamenteux peut suffire. C'est un traitement général symptomatique associé à des exercices d'étirement du sommeil.